et je suis très honoré d'être parmi les Maghrébins, nos amis. Donc j'étais avec vous il y a 2-3 ans en Tunis, on a parlé d'Helicobacter pylori, c'est une pathologie très fréquente. Aujourd'hui on va parler d'une pathologie aussi très fréquente qui représente la majorité des consultations en médecine générale et aussi en gastroentérologie. Donc c'est des malades que vous voyez souvent en première ligne, les malades consultés en médecine générale pour plusieurs plaintes. Donc vous savez très bien comme moi comment prendre en charge ces malades. Ceci dit, il y a certains pièges à éviter et certaines évolutions dans la prise en charge thérapeutique qu'il faudrait connaître. Donc d'emblée, je vous invite à participer. Ce n'est pas un cours ni une conférence classique. Donc on peut discuter après à la fin de l'échange d'expériences et tout ça. Donc syndrome d'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle ou plusieurs appellations essentielles, c'est une pathologie fonctionnelle, c'est une pathologie bénigne qui est très fréquente, malheureusement source de dépenses en matière de santé publique et de stress pour le malade et aussi souvent pour le médecin. On sait c'est des malades qui sont difficiles à gérer. Je vous dis d'emblée, ce n'est pas de leur faute, c'est plus fort qu'eux, ils sont très anxieux et parfois très dépressifs. Donc premièrement, une petite question, un petit quiz. Donc je vous invite à participer avec main levée. Est-ce que les troubles fonctionnels sont présents dans 5-20% de la population? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Plus. Les TFI peuvent débuter tôt dans l'enfance. Oui. Après 50 ans, est-ce qu'il faut faire une coloscopie? Oui, vous êtes d'accord? Est-ce qu'un patient constipé doit bénéficier d'un toucher rectal? Vous le faites, je crois. Non. La prise en charge d'un TFI doit être globale. Ça veut dire psychologue, oui. Un régime alimentaire strict est recommandé dans le cadre des TFI. Il n'y a aucun régime scientifiquement prouvé. Un traitement médical de 15 jours est suffisant. Combien? Ah, vous avez bien préparé, hein? Un traitement antidépresseur est logique dans le TFI. Donc, vous avez réussi, donc... Effectivement, ce qui est faux, c'est qu'il n'y a aucun régime recommandé scientifiquement strict, surtout ils sont dangereux et les traitements médicaux ne doivent jamais être au-dessous d'un mois. Donc c'est minimum un mois, l'idéal c'est 2-3 mois, mais jamais au-dessous d'un mois. Donc il faut le dire d'emblée aux patients. Cas clinique, ça fait partie de votre consultation de routine. Patiente âgée de 31 ans, à 8 ans, elle a fait une coloscophie, échographie, diagnostic retenu, celui de TFI, traité pour infection urinaire. Depuis, elle continue d'avoir des douleurs d'un fosse iliaque soulagées par l'émission de gaz avec sensation de météorisme, tendance à la constipation. Ces symptômes sont accentués à la suite de l'hospitalisation de sa fille de 11 ans. Il existe par ailleurs une anorexie, une nausée, impression de malaise général. Quel bilan demandé? Quel traitement symptomatique? Vous êtes d'accord, il faut bilanter cette malade? Un minimum de bilan? Je crois que oui. Et le traitement symptomatique seul, est-ce qu'il est suffisant, serait suffisant à votre avis? Ça se voit que c'est une personne anxieuse, elle a besoin de présence psychologique et surtout en relation médecin-malade. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet placebo très important dans la pathologie fonctionnelle, 30% d'effet placebo. Donc le fait de prescrire n'importe quel médicament améliorerait 30% des malades. Et ne jamais, ça vous le savez très bien comme moi, vous êtes plus aîné, vous êtes plus expérimenté que moi, il ne faut jamais dire malade que vous n'avez rien. Ça c'est une erreur qu'on commet tous. Il a une pathologie qui est sévère, parfois, il faut lui dire. Et moi je leur dis que c'est très difficile de traiter ce malade. Je préfère traiter un polype, une lithiase de la voie biliaire, ce traitement radical, malade est content. Mais là, il n'est jamais content, il faut lui dire d'emblée qu'il va revenir, on peut avoir besoin de bilan. Donc il ne faut jamais dire au malade, vous n'avez rien. Il faut lui dire, vous avez une pathologie, certes, qui n'est pas organique, mais qui est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement chirurgical, il n'y a pas de traitement radical. Ça, c'est très important. Donc, bilan fait, tout ça. Est-ce qu'il faut faire une coloscopie à votre avis? Coloscopie. 31 ans. Non, sauf s'il y a des rectoragies, c'est des signes d'alarme qu'on va répéter plusieurs fois. Donc, diagnostic de syndrome d'intestin irritable retenu. Traitement. Il faut des recommandations hygiéno-tététiques, traitement médical, prise en charge psychologique, écouter, rassurer. Mais ce qui est important, on va revenir au traitement après, c'est la durée qui ne doit pas être inférieure à un mois.
Il n'est pas possible de traiter pendant 1 semaine ou 2 semaines. Quand vous donnez des consultations de contrôle à 2 semaines, vous soyez prêt que le malade va continuer à avoir des plaintes somatiques, tout ça, vous devez le rassurer. Donc c'est quoi une pathologie fonctionnelle? C'est une pathologie chronique, d'où l'inconfort important abdominal. Ballonnement, excès de gaz. Au fait, c'est ballonnement, excès de gaz, c'est ce que dit le malade, mais physiopathologiquement parlant, il n'y a pas d'excès de gaz. Il y a une hypersensibilité à la sensation de gaz. Et bien sûr, alternance diarrhée-constipation, ou souvent les deux, parfois diarrhée, parfois constipation. Donc le malade se résume à ça. Il a soit un abdomen ballonné, soit il a mal, soit il a un trouble de transit. Donc les critères, c'est très difficile, c'est une pathologie fonctionnelle. C'est très difficile d'objectiver la subjectivité. C'est très difficile d'avoir des arguments diagnostiques. Mais bref, il y en a plusieurs dans la littérature. Ce qui est important, c'est les critères de rampe 3. C'est une pathologie chronique de plus de 6 mois, avec au moins des symptômes 1 fois 3 fois par mois. Donc il faut revenir à l'historique avec le patient. Donc des symptômes au moins 3 jours par mois dans les 3 derniers mois, avec début au début de 6 mois. Donc c'est une pathologie chronique par définition. Donc un malade qui fait une diarrhée aiguë, qui fait des symptômes moins de 2 semaines, ce n'est pas un colopathe, même si les symptômes se ressemblent. Donc il faut au minimum 6 mois, plusieurs symptômes par mois pendant au moins 3 mois d'affilée, et surtout ces signes cliniques-là, on va les répéter plusieurs fois. C'est les symptômes d'alarme. Un malade qui est colopathe, qui a 20 ans, vous le suivez pendant 10-15 ans, il a le droit de faire un cancer. Il ne faut pas étiqueter le malade colopathe toute sa vie. Il y a pour un changement, s'il fait des rectoragies, s'il fait un amaigrissement, il faut le bilanter. Il ne faut pas oublier qu'un colopathe, ça commence à l'âge de 15-20 ans, mais il peut vieillir avec vous. 20 ans, 30 ans de suivi. C'est pas pour ça qu'il faut à chaque fois que la secrétaire vous dit c'est le colopathe, il est là, vous êtes déjà des préjugés, vous n'écoutez pas le malade, on n'écoute pas le malade et parfois il a des symptômes organiques qui se sont installés. Donc à 50 ans, perte de poids, antécédents familiaux, très important toujours. Est-ce qu'il y a une néoplasie rectocolique, mais aussi colite inflammatoire et maladie cœliaque. Un malade qui a un frère, une sœur, un père qui a une maladie cœliaque, c'est clair qu'il faut le bilanter. Même en l'absence de symptômes, c'est l'indication de dépistage systématique de maladie cœliaque. Encore plus, s'il a des symptômes, il faut obligatoirement faire au moins les anticorps de la maladie cœliaque et parfois une fibroscopie. Anomalie à l'examen clinique, fièvre, symptômes nocturnes. Un colopathe ne se réveille presque jamais la nuit pour aller aux toilettes. Il n'a presque jamais mal la nuit. Par contre, une maladie organique, un cancer, une colite inflammatoire, une maladie cœliaque, le malade se réveille la nuit pour faire ses besoins et il peut avoir mal la nuit. Donc un critère majeur pour le diagnostic colopathie fonctionnelle, c'est l'absence de symptômes nocturnes. C'est un malade qui dort bien. Par contre, quelqu'un qui a un cancer, qui a une maladie cœliaque, qui se réveille la nuit parce que c'est organique. C'est organique, la diarrhée vient, la douleur vient. Donc ça, c'est très important. Donc qu'est-ce que ces symptômes peuvent être associés là? Les symptômes gastriques, des dyspepsies, vous savez, c'est des symptômes gastro-intestinaux. Donc il peut y avoir la dyspepsie, nausées, brûlures, vomissements. Douleur musculaire articulaire, c'est la fibromyalgie. Vous connaissez la fibromyalgie, c'est la colchite, c'est le malade qui a tout. C'est un syndrome, c'est une pathologie. Et la colchite, c'est un terme qu'a donné les médecins français en 1930, en 1920, aux femmes qui venaient, qui avaient mal partout. C'est une pathologie, ça s'appelle la fibromyalgie. On voit beaucoup ces malades qui ont douleur abdominale et aussi douleur articulaire, migraine, précardialgie, douleur vésicale et tout ça. Donc ce qu'on appelle la fibromyalgie, ça existe. C'est en général associé à la pathologie fonctionnelle des migraines à répétition. Donc c'est quoi en épidémiologie? Bien sûr, c'est très très fréquent. Hein. Très très fréquent. Ça concerne plusieurs pays. Tout le monde peut être malade. C'est toujours la pathologie de la femme, beaucoup plus que la femme. Le jeune âge, 20, 30 ans, voire 15 ans. Et bien sûr, 12% de la population mondiale a un trouble fonctionnel intestinal. Et un tiers consulte. Donc vous voyez, c'est très fréquent. Ça veut dire que c'est des millions de gens qui ont une colopathie fonctionnelle. Et bien sûr, ce qui est bien avec cette pathologie, il faut le dire aux malades, ça ne donne jamais de cancer, ça ne donne jamais de lésions organiques, jamais, 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 jamais. Donc en physiopathologie, c'est pas, je ne vais pas vous alourdir avec physiopathie, mais juste comprendre pour savoir expliquer aux malades. Ça se passe dans la tête, c'est vrai, mais pas toujours.
ne faut pas dire au malade que c'est un hypochondriaque. Il a des plaintes somatiques, il a des douleurs. Il n'invente pas ces douleurs, il a mal. Donc c'est quoi? C'est une perturbation, ça le sait, axe intestin-cerveau. Donc c'est un problème d'hypersensibilité. Mais ça ne concerne que 60% des malades. C'est pour ça qu'ici, on peut agir avec les antidépresseurs à faible dose. On traite un colopathe avec les antidépresseurs, mais pas à dose antidépressive, mais à dose somatique à très faible dose. Donc ça agit sur l'hypersensibilité. Il n'y a pas que ça. Il y a l'inflammation, il y a troubles moteurs. Anomalie du microbiote, c'est la mode. C'est le cerveau, les microbiotes, les bactéries intestinales. C'est pour ça que c'est important de donner parfois des probiotiques, anomalie des acides biliaires et augmentation de la perméabilité intestinale accrue. Donc, problème de hypersensibilité, mais aussi l'inflammation microbiote. Qui dirait, dans quelques années, c'est possible de traiter le malade colopathe par des antibiotiques. C'est comme l'histoire des Helicobacter pylori. Je pense que ça sera possible. La même chose. Donc si on résume, c'est un problème de dysbiose, c'est un problème des bactéries de la flore intestinale qui altèrent la perméabilité intestinale, que d'entraîner l'inflammation de bas grade. Et en fait, une inflammation, quand on fait des biopsies systématiques, on trouve d'inflammation. Donc c'est clair qu'on n'a pas encore compris, on n'a pas encore maîtrisé la physiopathologie des troubles fonctionnels intestinaux. Mais je pense que ça va venir dans 20 ans, 30 ans, qui sait, que ça sera probablement une pathologie infectieuse, majoritairement traitée par des antibiotiques. Je pense que ça sera possible. Donc c'est quoi le problème? C'est les malades qui ont une dégradation majeure de la qualité de vie. Ça, c'est clair. On est soit colopathe, nous aussi des médecins, ou bien on a quelqu'un de la famille qui est colopathe. Il va devenir fou, ce malade. D'abord, parce que tout le monde, on a marre d'entendre ses plaintes. Toujours, vous n'avez rien, à cause d'absentéisme au travail, à cause de nervosité, impact familial, impact sexuel, impact social, impact professionnel. Donc c'est une vraie maladie où le malade est emprisonné entre ses plaintes somatiques et surtout la prise en charge par la famille n'est pas adéquate. C'est quelqu'un qui mange seul, c'est quelqu'un qui impose un régime, c'est quelqu'un qui se sent incompris, tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça donne pour le malade? Il a honte parce qu'il a des gaz, un gargouillement intestinal, il va avoir une crise. Où sont les toilettes? C'est le malade qui repère les toilettes templées. Où sont les toilettes? Parce que ça va, parfois il a une diarrhée impérieuse, j'en peux plus, j'ai mal, personne ne me comprend. C'est des plaintes à peu près ce que dit le malade. Donc le diagnostic positif, on l'a dit, je répète, c'est au moins 3 fois par 3 jours, au moins les 2-3 signes suivants. Amélioration par l'émission de gaz de sel. C'est un malade qui décrit très bien ça. Quand vous lui demandez s'il émet ses gaz, il est soulagé, oui, il vous dit oui, effectivement. Donc c'est un malade qui est soulagé par l'émission de gaz. Modification de la fréquence des selles. Et bien sûr, modification de la consistance des selles. Ça, c'est très important de comment traiter ces malades-là. Et je vous invite à voir tous cette échelle d'étude de modification de consistance des selles, c'est l'échelle de Bristol. C'est un malade, vous devez obligatoirement savoir est-ce qu'il est constipé, ou bien est-ce qu'il est diarrhéique, ou bien les deux. C'est très important d'avoir un peu les types de selles, les cibales. Vous décrivez très bien ça, une saucisse, morceau, ou bien une diarrhée entièrement liquide. Ça, c'est les types de selles que présente le malade. Et ça, c'est très important en consultation pour savoir traiter colopathe constipé, colopathe diarrhéique ou bien colopathe douloureux. C'est 3 types de malades. Donc les ordonnances vont carrément changer. Et pour évaluer la diarrhée ou la constipation, il faut mettre sur votre chevet de bureau cette échelle de Bristol qui permet de vous classer les malades en groupes. Est-ce qu'ils sont essentiellement des constipés, une constipation terminale, c'est un malade qui a des cibales, c'est très dur, qui n'arrive pas à évacuer, ou bien carrément une diarrhée pâteuse, liquide, qui donne des faux besoins et parfois une incontinence anale. Et vous savez comme moi que le malade constipé fait de temps en temps des fausses diarrhées. C'est ce qu'on appelle alternance diarrhée-constipation. C'est au fait quoi? C'est un malade qui est constipé chronique et qui a un bouchon, un fécalome. Et quand cet fécalome est évacué, ça vous donne une fausse diarrhée pendant 2-3 jours. Au fait, c'est un malade qui est constipé. Donc ce malade-là, il faut traiter la constipation. Il ne faut pas donner un ralentisseur de transit, vous allez l'aggraver. Il faut traiter la constipation. C'est un malade qui est constipé, ce n'est pas un malade qui a une diarrhée. Donc diagnostic positif, on l'a vu. Les signes d'alarme.
Ça, je ne vais pas cesser de répéter ça parce que franchement, c'est là où commencent les problèmes. C'est quand on sous-estime les risques. J'ai eu des médecins qui ont des cancers. J'ai eu des médecins qui ont traité à tort leur famille, surtout pour la pathologie que je déteste, c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes, rectorragie, j'ai des hémorroïdes, ils refusent d'être examinés. Et c'est tout bêtement un cancer du rectum qui est accessible à un toucher rectal. S'il vous plaît, quand il y a des signes d'alarme, il faut explorer le malade. C'est vrai que la coloscopie sera normale dans 95% des cas, mais elle est pathologique dans 5% des cas. Donc en valeur absolue, si vous voyez 1000 malades par an, donc vous avez à peu près 5 ou 10 cancers qui passent à côté. Donc là, il faut vraiment, s'il a 50 ans, sexe masculin, début récent des symptômes. Un colopathe ne commence pas sa colopathie à l'âge de 50 ans. C'est pas possible. Si un malade vous dit que depuis 6 mois, je ne me sens pas bien, je vais souvent aux toilettes, il vaut mieux l'explorer. Antécédent colorectal, bien sûr, amaigrissement, signe nocturne, anémie, rectorragie, et utilisation récente d'antibiotiques. Ça, c'est pour la colite à Clostridium difficile, c'est la colite pseudomembraneuse. Quelqu'un qui prend des antibiotiques pendant 10 à 15 jours peut faire une colite pseudomembraneuse qui peut être très grave. Donc là, ce malade-là, il faut aussi l'explorer. Nous sommes d'accord? Ça, c'est automatique. Le diagnostic différentiel, c'est essentiellement la maladie cœliaque, ce qui n'est pas rare. La maladie cœliaque n'est pas rare et ne se révèle plus pour l'histoire qu'on a étudié tous en médecine, diarrhée chronique avec syndrome de malabsorption, ça n'existe plus, ça. C'est des malades qui peuvent être constipés. Un cœliaque peut être constipé, un malade qui peut avoir une anémie, une hypocalcémie, une carence en vitamine D. Donc, à n'importe quel signe qui vous attire l'attention, il faut explorer le malade. Cancer, giardiase, fruit tropical, donc c'est des pathologies très fréquentes. Pour le constipé, il ne faut pas méconnaître. Le constipé, il ne faut pas méconnaître, s'il vous plaît, le cancer du rectum, bien sûr, et le diabète et l'hypothyroïdie. Le diabète, c'est une pathologie fréquente, on pense rarement à lier les deux, mais un constipé peut être, un diabétique peut faire la constipation aussi, la diarrhée et l'hypothyroïdie, ça vous le connaissez. Donc, deuxième cas clinique, patiente âgée de 38 ans, pas d'antécédents, ballonnement, diarrhée, traité par antispasmodique antidiarrhéique. Après 6 ans, on découvre une hypocalcémie. Après 6 ans, on fait un bilan, on trouve une hypocalcémie. L'hémoglobine, je dirais qu'elle est correcte. Qu'est-ce que vous faites? L'hypocalcémie, malade qui était traité comme colopathie fonctionnelle il y a 6 ans avant. Mais à un moment donné, vous demandez un ionogramme et vous trouvez une hypocalcémie. Ça peut être une malabsorption. Ça peut être une malabsorption. Et c'est le cas. Donc on a fait l'endoscopie. Regardez, c'est un aspect typique d'atrophie villositaire, aspect crénelé, plus de villosité. Donc c'est une malade cœliaque depuis le début, mais qui n'avait pas fait sortir tous ses symptômes. Et après 6 ans, on a demandé un bilan qui était pathologique. Donc histologie atrophie villositaire, confirmée par les anticorps qui sont positifs, antitransglutaminase et anti-endomysium, qui sont très spécifiques. Troisième cas clinique. Patient jeune, 43 ans. 43 ans, c'est jeune. Diabétique, constipation chronique avec ballonnement, mais aggravation de la constipation. Ça, c'est important. Quelqu'un qui avait été constipé depuis quelques années, mais à un moment donné, la constipation s'est aggravée. On n'arrive plus à bien le traiter. Il consulte aux urgences pour syndrome occlusif. C'est clair. Il faut demander un scanner. Une occlusion, c'est le scanner. C'est plus l'ASP, c'est le scanner d'emblée. Il a montré un épaississement. On complète par une coloscopie, c'est un cancer. Ça, c'est des cas vécus, hein. C'est des photos du service. Donc, 43 ans, 43 ans, qui n'a pas 50 ans, qui avait une constipation tout simple, mais malheureusement, il a commencé à faire un cancer depuis 1 année ou 2. Hein. Ça ne se voulait pas en quelques semaines. C'est un polype qui était là depuis 5 ans, 6 ans. On n'a pas fait de coloscopie. Il n'y avait pas d'indication. Et malheureusement, il est venu aux urgences avec un syndrome occlusif, scanner, cancer, coloscopie, cancer. Donc, il faut rester vigilant par rapport, pourquoi j'ai passé cas clinique, par rapport au changement des symptômes. Il ne faut pas étiqueter malade colopathe
et ne jamais faire un pas de recul pour se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de faire autre chose? Donc toujours penser au risque de méconnaissance d'une maladie organique, critère de Rome, mais ne pas oublier les signes d'alarme et les modifications de symptômes. Ne pas hésiter à demander un bilan standard, NFS, échographie, ça vous le faites souvent. Donc, si on a l'algorithme, je réinsiste sur les signes d'alarme, s'il y a une diarrhée persistante, il faut penser à la maladie cœliaque et faire une coloscopie. Un malade diarrhéique, c'est clair qu'il faut penser à une maladie cœliaque, faire fibroscopie, coloscopie. S'il y a une prévalence élevée de parasitose intestinale, c'est comme le cas chez nous au Maroc, il faut toujours faire une coproparasitodécèle. S'il y a une prévalence élevée de maladie cœliaque, ce n'est pas le cas au Maroc, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, c'est 1% de la population américaine, ils ont des sérologies positives. Donc chaque fois qu'un malade vient avec une diarrhée, ils lui font la sérologie, ça c'est clair. S'il n'y a pas d'absence de diarrhée, maladie constipée, il faut faire un test sanguin basé sur des symptômes NFS, CRP, ionogramme, TSH et tout ça. Donc ça dépend, comme je vous ai dit, du type de malade. Est-ce qu'il est diarrhéique, est-ce qu'il est constipé? La diarrhée, ça peut être une maladie cœliaque, ça peut être une maladie organique. Un constipé, ça peut être une hypothyroïdie, un diabète ou bien carrément un cancer. Mais les signes d'alarme, s'il vous plaît, il ne faut pas les oublier. Le traitement. Je vous assure que le traitement d'un malade qui a une colopathie fonctionnelle, c'est très difficile. Pourquoi? C'est une pathologie fonctionnelle. C'est quelqu'un qui vous dit que j'ai mal. Quelqu'un qui vous dit que j'ai une constipation. On ne peut pas objectiver la subjectivité. Ça veut dire que c'est difficile. Et parfois, c'est souvent d'origine psychologique. Donc il ne faut pas hésiter à demander un avis psychologique ou carrément un avis psychiatrique. L'effet placebo du médecin, il faut rassurer le malade. Et pour être rassuré, il faut que nous aussi on soit rassurés. C'est-à-dire qu'on ne suspecte pas une pathologie organique pour laquelle il faut faire un bilan spécifique. L'hygiène de vie, c'est clair, c'est l'activité physique. Moi, ce que je dis aux malades, je vous dis que vous avez un muscle qui ne marche pas bien, c'est le côlon. Et si vous faites du sport, vous allez soulager vos muscles. Et c'est parmi ces muscles, les intestins, donc vous allez vous soulager. La diététique, il n'y a pas de régime strict, connu, scientifiquement prouvé qui va améliorer les malades. On va voir quelques-uns. Présence psychologique et les médicaments. Il faut savoir que c'est une pathologie fonctionnelle, donc le traitement qu'on doit donner ne doit pas avoir d'effets secondaires délétères. Il ne faut pas être agressif parce que c'est une pathologie fonctionnelle. Il va vivre avec toute sa vie, il faut le dire au malade. Il va vivre toute sa vie. Rapport coût-efficacité, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet placebo très important. Le fait que vous prescrivez un médicament, ça donne un effet placebo important. Mais vous le savez comme moi, c'est les malades qui ont testé tous les médicaments. À chaque fois que vous écrivez, vous dites j'ai pris ce médicament, j'ai pris ce médicament, j'ai pris ce médicament. Donc il faut un peu jouer avec ça. Relation médecin-malade. Relation médecin-malade. Comme a dit un maître, vous pouvez être très fort techniquement en tant que médecin, mais le malade va surtout se rappeler de la gentillesse de son médecin. Même si au niveau compétence il est moyen, mais il était gentil. Qu'est-ce que c'est gentil pour un malade? C'est l'écouter. Il faut savoir l'écouter, ne pas avoir la main facile sur les prescriptions, sur les examens demandés, parce que lui, il sait qu'il a une pathologie fonctionnelle, mais il a peur. Donc il doit être rassuré, écouter, surtout prendre son temps pour expliquer. Cette consultation, c'est la seule que je dépasse 15 à 20 minutes. Sinon, les autres, c'est rapide parce que je reçois des malades pour des gestes. Mais pour la colopathie, il faut vraiment prendre son temps pour expliquer. L'hygiène de vie. Manger bien sûr régulière, comme disaient nos parents quand nous étions enfants, manger doucement, calmement. On sait bien que ce n'est pas évident, bien mâcher, éviter les repas gras. Boire entre les repas, éviter de se retenir, prendre le temps. Il faut aller tout de suite aux toilettes, prendre son temps et activité physique suffisante. Le régime. Le régime, c'est la pièce angulaire de la prise en charge. C'est vraiment très difficile. Moi, ce que je dis aux malades, ce qui est recommandé, c'est que si le malade a mal à cause d'un aliment, qu'il faut qu'il évite. Pas l'éviter à 100% parce que c'est des malades jeunes. On leur dit, moi je vois des médecins prescrire des régimes stricts pour quelqu'un qui a 20 ans. Ne pas manger ça, ne plus manger ça. Qu'est-ce qu'il va manger? Il a 20 ans, il ne mange plus rien. Donc il faut lui dire de manger, mais faire attention à certains aliments. Donc un régime normal, équilibré, type méditerranéen. Il n'y a pas de régime type qui est dangereux.
Et en plus, c'est un malade qui va se fixer sur le régime, il va le coller sur le frigidaire, sur partout, donc il faut faire attention. Les fibres chez les constipés, tout ça, efficacité variable. Ce qui est important, c'est ça, c'est les food maps. Les food maps, c'est un régime, oui, c'est clair, c'est scientifiquement prouvé. C'est des sucres rapides qui fermentent et qui donnent un ballonnement. Ça, il faut les éviter, c'est les graisses saturées. Il faut éviter la caféine, l'alcool, le gluten. Il y a parfois une hypersensibilité au gluten sans que ce soit une maladie cœliaque et les fibres insolubles. Ne pas hésiter à demander l'avis d'un diététicien ou d'un diététicien nutritionniste, ça c'est très important. Donc en gros, vous allez dire aux malades, ne pas trop manger, ne pas augmenter l'apport de fibres, parce que les fibres, c'est vrai, c'est bien pour la constipation, mais ça donne un ballonnement abdominal, ça exagère le ballonnement. Diminuer sans exclusion, il ne faut pas exclure, ne jamais exclure un malade un aliment, surtout éviter les produits laitiers s'il a de la diarrhée, les graisses, les sucres et les aliments producteurs de gaz, les pois, les brocolis, les choux-fleurs. Éviter les food maps, c'est les sucres dans les aliments industriels, type fast-food et tout ça. Donc il faut être très réservé. Par contre, la prise en charge psychologique est très importante, parce que ça se passe, donc 60% des cas dans la tête, c'est des malades qui sont stressés et tout ça, qui sont mal compris. Donc psychothérapie, relaxation et hypnose. Donc les médicaments, il y en a des centaines. Je vous passe les antispasmodiques pour la douleur, les laxatifs pour les gaz, les absorbants, les antidiarrhéiques, les anxiolytiques. Actuellement, l'effet bénéfique des probiotiques, c'est prouvé, c'est une étude qu'on va montrer, et certains autres médicaments. Pour les antalgiques classiques, aucun intérêt, il n'y a aucun régime scientifiquement prouvé qui a mené à un malade qui est un colopathe, donc il n'y a pas de supériorité. Par contre, les antispasmodiques, on recommanderait les fluoroglycénols pour le traitement des poussées douloureuses. Par contre, l'association, là je me suis permis de mettre un nom commercial parce que ça a été prouvé dans une étude. Un antispasmodique associé à un absorbant intestinal, c'est efficace. Regardez le P inférieur à 0,05, c'est efficace à partir de la 4e semaine. De donner des météospasmides, bon, c'est le seul nom commercial. Comparé au placebo qui a montré une efficacité concernant le ballonnement abdominal et la constipation. Concernant les autres, les laxatifs osmotiques, il faut éviter les laxatifs irritants parce qu'ils donnent la mélanose colique. Je ne citerai pas les noms, mais il y a des laxatifs stimulants, irritants qui donnent la mélanose colique qui elle aussi prédispose au cancer colique. Donc il faut éviter les laxatifs irritants pendant de longues durées parce que ça donne une mélanose colique. Par contre, pour le antidiarrhéique, le ralentisseur de transit, l'effet morphinique, c'est important pour le malade qui a une diarrhée motrice gênante. Donc, ça permet d'améliorer le transit et diminuer la diarrhée. Mais toujours le traitement doit être inférieur à 12 semaines, donc 3 mois de traitement. 3 mois de traitement, comme vous avez dit au prérequis tout à l'heure. Les antidépresseurs, je dirais un mot, c'est que c'est efficace pour les malades qui ont mal, qui ont douleur, mais ce n'est pas une dose antidépressive. C'est une dose à faible dose. Il faut surtout utiliser les tricycliques à faible dose, ne pas dépasser la dose thérapeutique pour la dépression. Donc vous allez dire à votre malade que je vous donne un traitement pas pour la dépression, mais ça a un effet important sur la douleur du colopathe. C'est très important aussi de 3 à 6 mois de traitement. Je passerai. Pour les probiotiques, ça c'est une méta-analyse, vous voyez, c'est très en faveur. Les probiotiques sont efficaces pour les malades qui ont des ballonnements et diarrhée importants. Donc les probiotiques, je ne dirais pas les noms, mais on a plusieurs. Donc c'est une méta-analyse qui a poulé plusieurs études à montrer qu'il y a un effet favorable des probiotiques pour le traitement des troubles fonctionnels intestinaux. Ça se comprend parce que le microbiote intestinal est largement incriminé dans troubles fonctionnels intestinaux. Donc, résumé d'arsenal thérapeutique, c'est plusieurs choses: agonistes sérotoninergiques, traitement symptomatique, psychothérapie, hypnose, antidépresseurs, probiotiques. Donc, vous avez un grand arsenal thérapeutique. Il faut juste savoir traiter quel type de malade. Est-ce qu'il est constipé, est-ce qu'il est diarrhéique, est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il y a autre chose. Donc, je vais finir par un algorithme. Vous voyez, j'ai répété plusieurs fois les signes d'alarme, l'âge,
l'anamnèse, ce qui est antécédent familial, rectorragie, fièvre. Diagnostic syndrome d'intestin irritable. Donc, si le malade a une diarrhée, il faut penser à demander des sérologies de maladie cœliaque. Sinon, prise en charge thérapeutique, il faut surtout expliquer au malade, prendre son temps d'expliquer au malade, réassurer le malade, traitement symptomatique. S'il y a une évolution favorable, c'est bon. S'il n'y a pas d'évolution favorable, il faut obligatoirement bilanter le malade, faire un ionogramme sanguin, la calprotectine fécale. Vous connaissez la calprotectine fécale, c'est une protéine qu'on dose pour voir s'il y a une prédisposition ou un risque que ce soit une lésion organique. Et bien sûr, faire une coloscopie. Vous voyez, c'est un algorithme très variable. Il y en a plusieurs. Il faut garder un bon sens clinique. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il faut bilanter le malade. Donc en conclusion, je dirais que le syndrome intestin irritable concerne des millions de Marocains ou Maghrébins. Les causes sont multifactorielles. C'est une pathologie bénigne, mais ayant un impact majeur sur la qualité de vie. C'est un diagnostic d'élimination. Donc il faut toujours éliminer les lésions organiques si vous la suspectez. Les modifications des habitudes alimentaires, une meilleure gestion de stress et des médicaments peuvent améliorer les symptômes. Et je vous remercie. Donc pour ceux qui sont intéressés par ma présentation, je la laisse pour les organisateurs. Et j'ai lié un petit bande dessinée qui illustre bien la prise en charge d'un colopathie fonctionnelle. Je vous remercie. Modérateur. Alors, merci, monsieur le fonctionnaire. Bien, si. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour et merci pour la présentation. S'il vous plaît, dans le traitement, vous avez associé les chélateurs des cellules biliaires. Pourquoi? Parce que un problème des acides biliaires peuvent causer la diarrhée. Les acides biliaires peuvent causer la diarrhée, donc il faut donner un chélateur pour empêcher l'excès de sécrétion d'acide biliaire qui peut donner une diarrhée. Pas automatiquement. Quand vous avez un malade qui a cholestectomisé, où il y a un risque qu'il y ait beaucoup d'acide biliaire, vous donnez le traitement, le Questran. Oui, ce n'est pas de pratique clinique courante. S'il y a d'autres questions? Oui. S'il vous plaît, pour certains diabétiques qui ont des taux de malabsorption, est-ce qu'on peut donner certains médicaments ou est-ce que c'est une contre-indication comme la metformine ou comme les inhibiteurs de la DTP4? C'est-à-dire les hypoglycémies oraux. Certains hypoglycémies oraux peuvent donner aussi des effets secondaires à type de diarrhée motrice, notamment la metformine. C'est des malades qui souffrent à cause de la diarrhée motrice. Il faut savoir juguler les doses. Je ne suis pas compétent en la matière, mais j'ai compris qu'il faut juguler les doses, sinon il faut arrêter l'hypoglycémie orale incriminée dans la diarrhée. Ça peut causer une diarrhée motrice très importante, non liée au diabète, mais liée aux médicaments. Parfois, il faut éviter de donner ces médicaments à ces malades qui ont une diarrhée. Effectivement. Je vous remercie, monsieur. S'il vous plaît, là, vous avez dit qu'il faut traiter pendant 3 mois, 4 mois ou plus. Et là, est-ce qu'avec vous insinuez pour les antispasmodiques ou bien vous insinuez pour, si on choisit par exemple des antidépresseurs à faible dose, ou bien vous insinuez aux probiotiques des probiotiques pendant 3 mois, 4 mois, c'est-à-dire quel traitement, ou bien n'importe quel traitement qui soit actif pour ce patient ou tel patient, est-ce qu'on pourrait le poursuivre pendant 3 mois, 4 mois? Et je vous remercie. Je vous remercie pour la question. Effectivement, pour les antispasmodiques, on ne peut pas être très très lent en matière de traitement parce qu'il faut traiter les crises douloureuses. Le traitement dont je parle de 3 à 6 mois, c'est essentiellement pour les antidépresseurs et pour le traitement de la constipation ou de la diarrhée. Pour les douleurs, il ne faut pas aller plus que 2-3 semaines, mais pour le traitement de la constipation ou de la diarrhée, il faut au minimum 3 mois avant de voir l'efficacité thérapeutique. Merci. Oui, alors puisque c'est une maladie chronique et qu'on est censé la porter toute la vie, le traitement de 3 mois éventuellement, avec le traitement de 3 mois, pendant combien de temps peut-on espérer améliorer et être réobligé C'est-à-dire que bon, c'est un traitement de 3 mois pour obtenir exactement quel résultat et pour éventuellement quelle répétition de ces cures thérapeutiques. Voilà, merci.
J'ai compris la question. C'est 3 mois pour avoir une efficacité thérapeutique sur tel symptôme ou pas. C'est vrai que c'est difficile quand on est malade. Vous allez suivre pendant 3 mois et vous dites, vous avez dit que c'est pathologie chronique. Est-ce que je vais prendre ça à vie ou pas? Il faut savoir que les symptômes sont intermittents. Ils agissent par exacerbation. C'est pas prolongé 24 heures sur 24 pendant toute l'année. C'est agit par crise, on va dire, des épisodes douloureux, des épisodes de diarrhée, de constipation. Donc il faut donner le traitement et arrêter, voir un peu l'évolution. Parce que c'est des malades, c'est qu'il faut passer rapidement parfois à un présentage psychologique, voire psychiatrique, parce que c'est des malades qui ont des abus sexuels dans les antécédents, des dépressions et tout ça. Mais c'est clair, c'est une question judicieuse. Jusqu'à quand traiter, pendant combien de temps, quelle efficacité thérapeutique? Il faut dire aux malades, on va cibler 1 ou 2 symptômes, on ne peut pas tout cibler, c'est-à-dire on ne peut pas. Mais ce qui est important pour le malade, c'est quand il comprend sa maladie, il participe avec vous à la prise en charge. Il vous dit, je me sens mieux, une amélioration relative, je me sens mieux, j'ai par contre une constipation, une diarrhée. Le temps que le malade intègre bien que c'est une pathologie chronique, mais qui est non grave sur le plan organique, et là, on peut se détacher un peu des médicaments. Vous avez l'expérience, je crois, on peut partager, c'est-à-dire c'est difficile à traiter, mais quand on trouve le bon moyen thérapeutique, le malade il se stabilise après. S'il vous plaît, la place de certains neuroleptiques qu'on donne parfois, du sulpidal pendant 3 mois, dans les cas de colopathie fonctionnelle. Moi, je vois souvent des médecins le donner. Je ne peux pas juger mes collègues et mes confrères, mais il faut là aussi avoir, quand on l'a pris en médecine, qu'est-ce qu'on traite? La cible thérapeutique. Est-ce qu'on traite un trouble anxieux ou une psychose ou quelque chose comme ça? Mais d'emblée donner ces médicaments-là, je ne citerai pas les noms, je pense que ce n'est pas très judicieux. Il faut pouvoir cibler, est-ce qu'il est constipé, est-ce qu'il est diarrhéique, ou bien il a un problème psychologique. S'il a un problème psychologique, moi je passe la main aux professionnels. Mais sinon, il ne faut pas s'amuser dans des neuroleptiques, voire des anxiolytiques pendant des mois. Et voilà. Parfois, ça aggrave le malade, parce que déjà, il est freiné par la maladie, on lui donne un traitement. Quand il lit, voit c'est des neuroleptiques, des anxiolytiques, il croit qu'il est malade, et voilà. Parfois, des malades ont besoin de ça, mais pas souvent. Oui, encore une dernière question. Le micro ne marche pas. Moi, je suis dans un congrès de médecine générale, donc c'est à vous de me dire. Si, on va prendre la barre au milieu. Si vous jugez que vous pouvez prendre en charge un malade au niveau 1 sur le plan psychologique, pourquoi pas? Mais si vous croyez qu'il y a une dépression sous-jacente qui est assez sévère, je pense qu'il faut passer la main à un psychiatre. Mais la psychologie, c'est un métier à part, je crois. Il faut savoir passer la main au psychologue quand il le faut. Merci, monsieur le professeur. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que, après cette présentation, vous avez la main facile pour demander les coloscopies? Est-ce que vous demandez les coloscopies? Ah, je crois que c'est important. Il faut explorer les malades. La coloscopie n'est plus le geste que vous connaissez, c'est-à-dire très difficile. Ça prend un quart d'heure, ça se fait sous anesthésie. Il faut défendre cette indication. Le coût, c'est pas cher. Mais surtout chez la personne âgée, un petit peu âgée. C'est content, bien sûr. Parce qu'on voit des malades qui n'ont pas de coloscopie, par contre, ils ont des cancers. Donc il faut la demander quand il le faut. Pas chez tout le monde, mais quand il le faut. Pardon? J'ai pas compris. Non, c'est une bonne question. La coloscopie, c'est quelqu'un qui est colopathe, on l'a fait une fois et c'est bon. Ça aussi, un changement de symptômes, c'est la rectoragie, mais il ne faut pas la demander. Non, il faut la demander quand il le faut, quand il y a signe d'alarme ou âge supérieur à 50 ans. Encore plus bas, s'il y a des antécédents familiaux de cancer, une sœur, un frère qui a un cancer, mais il faut la demander. C'est rapide et ça peut rapporter gros. Donc, j'en sais quelque chose. C'est des malades qui ont des cancers, malheureusement. Merci.
Pour les polypes, je ne parle pas de la polypose. La polypose rectocolique, il faut opérer le malade, il faut enlever le côlon. La polypose, c'est quand il y a des centaines de polypes. Quand il y a des polypes, à chaque fois qu'on résout un polype, il faut contrôler après 6 mois. Si après 6 mois, il n'y a plus de polypes, on peut y se passer à 3 à 5 ans. Si à 3 à 5 ans, c'est normal, c'est après 10 ans. Après 10 ans, on est parti à la retraite, on va plus malade. Voilà. Alors, monsieur, merci, monsieur le professeur Najah. Merci beaucoup. Merci.